La particularité de Marine et moi, c'est de justement donner une approche un peu différente, qui est une approche art contemporain qui rencontre la culture numérique. Et pour cela, donc, la notion de pair à pair et de partage, de faire se rencontrer finalement des personnes qui ont une passion et qui aiment l'art, à n'importe quel niveau, parce qu'on peut aimer l'art en connaissant peu de choses, et on peut aimer l'art en étant très passionné. Donc c'est comment, là aussi, on peut trouver un système qui permet de faire partager à la fois cette connaissance, cette passion, ces expériences, et ensuite les lieux qui peuvent se rencontrer. Je viens de Meisenthal. Connaissez-vous Meisenthal? Meisenthal, c'est à 1 heure d'ici, de Strasbourg. Donc c'est, je ne devrais pas trop le dire, mais c'est en Moselle. Bon, c'est juste à la limite, c'est à 300 mètres de l'Alsace. Donc, vous voyez, il y a encore... voilà, et Meisenthal, en fait, c'est la vallée des Mésanges. Donc voilà, je vis, je travaille, ainsi que Marine, à Meisenthal. Et à Meisenthal, bien sûr, il y a des mésanges. Les mésanges, en fait, ont une organisation, voilà, qui leur permet de transmettre et d'apprendre avec leurs aînés. Au début du XXe siècle, en fait, dans les campagnes anglaises, en fait, les mésanges s'organisaient pour aller boire le lait dans les bouteilles de lait qui étaient laissées aux portes des maisons, au pied des immeubles. Voilà, donc c'est une histoire très intéressante parce qu'en observant justement donc ces oiseaux en train de venir boire le lait, donc des chercheurs très sérieux se sont rendus compte que voilà, il y avait une organisation, il y avait une transmission, il y avait tout un savoir-faire qui était transmis aux petits oiseaux pour venir boire le lait. Donc bon, voilà, ça a surpris pas mal de gens. Donc c'est pour cette raison qu'on a mis des petits couvercles, des tubercules sur les bouteilles. Et on s'est aperçu en fait que les mésanges transmettaient aux autres mésanges comment percer les tubercules pour continuer à boire le lait. Et on s'est aperçu aussi qu'elles arrivaient en fait à faire la distinction par les couleurs des tubercules entre le lait entier et le lait pasteurisé. Voilà. Donc là, on a commencé à se dire, bon là, ça devient sérieux, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et on s'est aperçu, en fait, que tout ce comportement-là, tout cet apprentissage, toute cette organisation-là, était à l'échelle du pays. C'est que, dans un même moment, toutes les mésanges ont eu ce comportement et se sont organisés pour aller boire le lait et percer les couvercles des bouteilles de lait. Donc je vais vous parler un peu de ce que j'appelle l'hyperworld, cette hypercomplexité qui passe à travers des rencontres, à travers du partage, à travers de la transmission, à travers aussi de l'action. Le projet d'hyperécole, en fait, j'aborderai succinctement, s'appuie sur un nouveau système informatique de transmission qui est le DAT pour data, donc les données d'information. Et comme pour le web, voilà, où l'on peut voir un contenu à travers un protocole qui s'appelle le HTTP, eh bien, on peut voir et construire un contenu qui est plus poussé, qui est en partage direct, voilà, qui est à travers le protocole non plus HTTP, il peut l'être, mais à travers le protocole DAT, voilà, qui est un nouveau projet absolument passionnant et voilà, dans lequel je suis tombé il y a à peu près 1 an. Je vous propose de faire un petit flashback, donc revenir dans les années 80, pour resituer à la fois la culture maker et à la fois ma petite histoire. Donc voilà, les années 80,
Donc c'était une période voilà, très revendicative, où il y avait en fait encore à ce moment-là une contre-culture, donc une alternative à une société voilà, qui devenait de plus en plus libérale et qui commençait à être un peu les prémices. Donc je suis, comme aujourd'hui on peut étudier la génération Y et les digital natives, moi je suis plutôt, en faisant un jeu de mots, plutôt de la génération alternative. Au-delà du cliché de l'alternative ou du punk un peu révolutionnaire et un peu réfractaire à tout, eh bien, il y avait une vraie organisation et de vraies valeurs qui permettaient de connecter, de mailler les lieux avant Internet et ensuite au début d'Internet, qui permettaient de mettre en relation des lieux, des groupes et de créer de vraies plateformes d'échange, notamment en musique. Voilà. Il y avait vraiment toute une organisation, une auto-organisation pour défendre la musique indépendante, pour défendre un art indépendant et défendre ensuite tout un mode de vie, une culture indépendante. Donc là, l'indépendance, finalement, elle devenait interdépendante pour subvenir voilà, au fonctionnement de chaque lieu et permettre en fait des échanges, des partages d'expériences, des partages à la fois de connaissances, puisque ces lieux sont très vite devenus dans les années 90 des lieux de transmission voilà, de cette culture et des lieux d'enseignement alternatif. Ces lieux-là ont vraiment beaucoup travaillé sur la notion de faire réseau. Voilà, faire réseau qu'on pourrait aussi comprendre en faisant le jeu de mots, faire résonner voilà, cette culture. À ce moment-là, donc, on m'a proposé justement de transmettre cette culture et de transmettre cette connaissance dans une école d'art, voilà, dans le sud de la France, à Perpignan précisément, en me demandant justement d'amener toute cette connaissance et d'amener un point de vue différent dans le fait d'enseigner l'art et d'enseigner la culture. Donc là, ce qui était intéressant, c'est que la rencontre d'un milieu très académique, donc les Beaux-Arts ou aujourd'hui l'école supérieure d'art, voilà, là où on s'attend, là où je m'attendais par exemple à trouver justement un lieu d'ouverture, un lieu de création où j'allais apprendre énormément de choses. Bon, j'ai découvert que finalement, ce lieu d'enseignement et de transmission était souvent à l'écart et à ignorer justement tout ce qui se passait concrètement dans le milieu alternatif et dans le milieu actif de l'art. Donc c'est là où voilà, j'ai commencé à proposer une approche et puis donc une organisation à travers l'enseignement différente. Et j'ai essayé de voir justement avec les étudiants et les enseignants concernés et intéressés par cette nouvelle culture, à comment on pouvait voilà, penser et transmettre autrement une connaissance qui venait plus du terrain. Donc, à ce moment-là, voilà, l'idée a été, en étant chargé de mission dans le réseau des écoles du sud de la France, voilà, réfléchir à un format pour accompagner donc les étudiants, et puis une réflexion comme pour le link, une réflexion sur le fait de faire réseau et de faire résonance. Voilà, comment on pouvait faire école et construire avec les étudiants une école qui soit différente et qui soit voilà, plus fidèle à ce que peut être la création, l'organisation de la culture sur le terrain. Voilà, donc là, les valeurs qu'on a retrouvées également dans le film sont celles justement du care. David parlait et différents intervenants parlaient de bienveillance,
Donc là, cette notion-là est très très importante parce que, un peu à ma grande surprise, j'ai découvert que justement les artistes, et les jeunes artistes particulièrement en sortant des écoles, eh bien, étaient en état de grande fragilité, de grande faiblesse, de grand isolement, et avaient besoin voilà, d'un appui, avaient besoin de rencontrer des personnes qui avaient de l'expérience, avaient besoin de partager des points de vue, des expériences et de la connaissance. Donc ça, c'était un point très important et qui revient un petit peu à la notion de curation, de montrer le travail des artistes et de prendre soin justement de ces artistes et de leur travail. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui a été déterminant dans le projet de l'Hyperécole. Je suis donc curateur. Donc qu'est-ce qu'un curateur? Un curateur, donc c'est quelqu'un qui donne à voir l'art contemporain à travers des expositions, à travers des événements de plus en plus dans l'espace public. C'est quelqu'un qui est un monstrateur de ce que peut être l'art contemporain aujourd'hui. La particularité de Marine et moi, c'est de justement donner une approche un peu différente, qui est une approche art contemporain qui rencontre la culture numérique. Et pour cela, donc, la notion de pair à pair et de partage, de faire se rencontrer finalement des personnes qui ont une passion et qui aiment l'art, à n'importe quel niveau, parce qu'on peut aimer l'art en connaissant peu de choses, et on peut aimer l'art en étant très passionné. Donc c'est comment, là aussi, on peut trouver un système qui permette de faire partager à la fois cette connaissance, cette passion, ces expériences, et ensuite les lieux qui peuvent se rencontrer. Voilà, donc vous pouvez aller voir par exemple l'école du Sud. Il n'y a pas une faute d'orthographe, c'est voilà, l'école à la fois au singulier et au pluriel, puisque l'idée c'est de faire une école de toutes les écoles du Sud. Voilà, donc on est là aussi dans cette notion de ne faire qu'un en fait, de plusieurs parties, de faire un tout. Donc à ce moment-là, la culture numérique étant de plus en plus présente, voilà, comment peut-on justement transmettre, donc comme je viens de l'expliquer très brièvement, l'art et comment on peut transmettre justement toute cette culture du faire soi-même, de s'auto-organiser, de partager, d'être en réseau avec la culture numérique qui, elle aussi, a ce mode et ces valeurs opératoires. Donc, en gros, comment les deux domaines peuvent coopérer. Voilà, ça a été aussi la réflexion parce que le constat est que, en venant au début dans ce lieu, par exemple, eh bien, c'est que les deux ne coopèrent pas du tout. Et que la rencontre se fait pas toujours. Donc on a proposé, donc sur la demande, comme je le disais tout à l'heure, de Géraldine Farage, voilà, de faire ce prototype et de faire ce que l'on a appelé l'hyperécole. Donc une école qui permette de rentrer dans cet hypermonde, cette hypercomplexité qui est abordée dans le film que l'on a vu précédemment. Et comment, concrètement, on s'auto-organise, on autoproduit tout, en fait. Donc aussi bien l'espace physique, comme on le voit ici. Donc là, vous avez les bancs qui sont juste derrière, par exemple. Donc on a produit au Fab Lab, donc sur des modèles ouverts à partir du site OpenDesk. Comment on met en place justement toute l'infrastructure informatique, comment on met en place donc les espaces pour pouvoir collaborer, pour pouvoir se rencontrer entre artistes et makers, entre artistes et le public. Comment on peut amener justement quelque chose qui met en relation la connaissance, les personnes qui sont intéressées par cette culture numérique et cette culture artistique. Comment on fait pour justement faire au mieux la transmission de toutes ces valeurs, de tout ce mode d'organisation et de tout ce qui est en train d'arriver à très très grande vitesse. Et la réflexion a été justement dans ce lieu qui est un tiers-lieu, où l'on pense que justement les choses sont très évidentes,
comment on peut améliorer les choses. Donc ça paraît surprenant, mais avant toute chose, c'est de le faire évoluer dans le monde de l'art et de la création. C'est paradoxal parce que justement, c'est le milieu, ça a été évoqué dans le documentaire, c'est le milieu de la créativité aujourd'hui qui alimente justement les entreprises pour innover, pour créer de nouveaux objets. Voilà, donc quand on connaît un peu mieux et un peu plus précisément ce milieu-là, eh bien, c'est problématique parce que c'est ce domaine-là qui est mis en avant alors qu'il a beaucoup de retard. Donc je vous invite un peu, si vous voulez voir donc le projet qui s'est déroulé l'année dernière, à aller sur Instagram et à voir donc le suivi des différents projets, voilà, et du projet que l'on a prototypé l'année dernière. Voilà. Et puis je terminerai simplement que voilà, donc cette école, un peu comme le film, ça c'est fait. On ne sait pas où ça va aller. C'est là, on a une réflexion, on a une action qu'on essaye de faire durer, voilà. Voilà, merci de votre attention. Et voilà, si vous avez des questions. Y a-t-il des questions? Je vois une question au fond, j'arrive. Bon, mon brave, je vois que vous avez toujours la main levée. J'ai de crampe, non c'est pas vrai. La question que j'ai, en fait, je suis content que tu aies pu intervenir, je comprends mieux par quoi on est passé en 2017. Et c'est vrai que la résidence qu'on a pu faire et la création qu'on a fait dans ce cadre-là, elle était nécessairement open source, elle était nécessairement documentée, et du coup, ça a été beaucoup plus facile de transmettre ou d'avoir le potentiel de transmettre. C'est pas juste du making dans son coin, c'est grâce à ce cadre, on s'y est mis. C'était effectivement la contrepartie de pouvoir faire cette résidence, c'est de devoir partager finalement ce qu'on a créé à ce moment-là. Et effectivement, je trouve ça très bien. C'est pas une question, c'est une remarque. Et j'ai une autre remarque qui m'intéresse aussi, qui me tient à cœur, c'est de voir que c'était une contre-culture à une époque, et c'est devenu une culture maintenant. Très, très, très important, très, très juste remarque. Il faut justement, c'est ce qu'on a essayé de transmettre l'année dernière, avoir conscience également que les choses changent. On cesse de nous parler de transformation, on cesse justement de nous faire peur en disant, vous voyez, ça va vite, il faut suivre. Il y a même une publicité d'une grande banque qui dit maintenant, vous voyez, il faut suivre, il faut vraiment se tenir à l'accélération. Eh bien, nous, on pense le contraire, justement. Il faut évacuer ces peurs et évacuer, justement, cette culpabilisation. Et puis, être, justement, suffisamment en confiance pour être avec des personnes bienveillantes et des personnes qui partagent les choses, voilà, pour faire les choses et avoir la liberté, au bon sens du terme, voilà, de faire ce que l'on pense bon pour nous et bon pour les autres. Voilà, je voulais juste compléter ce que tu disais, Frédéric. C'est un point important, donc on peut peut-être rapidement, très très vite expliquer. Donc on faisait donc une importante exposition Strasbourg Laboratoire de demain qui devait faire état justement de toute cette création et donc de toute cette innovation. Donc on souhaitait montrer le travail de FormMaker. Et la contrepartie, donc nous, c'était donner la possibilité de montrer le travail, mais la contrepartie, c'était de le documenter et de réfléchir à comment ce document pouvait constituer un document de projet dans ce lieu et comment il pouvait aussi constituer un document de transmission et de médiation pour le public. Voilà. Donc c'est la contrepartie, justement, la coopération réussie qui permet de faire avancer aussi ce pourquoi on est là pour défendre cette culture et défendre ce lieu et permettre voilà, que le making et à travers l'art et la culture numérique soit mieux comprise et surtout soit appropriée par tout un chacun. Oui, donc j'avais une question sur juste la définition de l'hyper-école. Finalement, c'est une école qui est dématérialisée et qui fonctionne en réseau, ce qui
un peu comme ce qu'a essayé de faire Wikipédia, si je comprends bien. Oui, c'est un bon exemple. Alors, l'aspect dématérialisé, oui et non, parce que on oublie trop souvent que derrière l'immatérialité, il y a beaucoup de matérialité. Il y a des personnes, il y a des câbles, il y a des choses très, très physiques et très concrètes. Donc, justement, on essaye un petit peu de rendre cette chose accessible, mais compte tenu de la difficulté, de la complexité un peu du sujet, on essaie de la rendre un petit peu discrète. Donc, ça se traduit par exemple dans les expositions, on essaie de créer toujours un environnement qui est accessible, qui est plaisant et qui rend la technologie discrète, parce qu'elle l'est de plus en plus. Alors on explique tout de même ça. Et justement, l'exemple de Wikipédia est très juste, c'est comment on peut arriver aujourd'hui, chacun à faire école, compte tenu de ce qu'on peut apprendre les uns des autres, de ce qu'on peut partager, et de ce qu'on peut partager dans des lieux physiques ou des lieux du réseau. Voilà. Et l'hyper-école, justement, c'est cette hyper-complexité, et qui, finalement, un peu comme Wikipédia, est une plateforme qui partage de la matière grise. Voilà. Et j'emploie le mot matière et matière grise à dessein parce que ce qui est très très difficile à comprendre aujourd'hui, c'est que justement c'est cette matière, cette prise de conscience qui va être le contenu, la donnée d'information dans l'avenir. Voilà, ça raccroche à la physique quantique, ça raccroche à justement toute l'organisation de la vie et toute l'organisation de chacun et de tout ce qui nous entoure. Donc cette chose-là, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est pas une théorie, c'est une observation en voyant que toutes les organisations qui développent aujourd'hui les réseaux en blockchain avec les monnaies cryptées, les réseaux avec les données, donc, sont tous dans cette hyper ledger, hyper tout, en fait, et sont dans cette approche et dans cette projection. Et ça nous renvoie, justement, là je termine, à justement une grosse problématique qui est celle du transhumanisme et qui est celle du post-humanisme, puisque aujourd'hui, la grande question, c'est comment les machines, le numérique, vont fonctionner avec l'humain. Et donc, c'est toute cette chose-là, voilà, qui se préfigure. Moi, je me demandais comment ça a été reçu, justement, votre approche de, entre guillemets, culture de l'art alternative par les autres, enfin, la culture, ceux qui enseignaient de manière classique, si je puis dire. Ça a été assez facile ou... Il y a une anecdote qui dit tout. J'ai un étudiant, en fait, qui me disait, enfin 2 étudiants qui sont maintenant, qui ont fondé une famille, qui me disaient, avec toi, en fait, on comprend, mais on comprend vraiment ce que tu veux dire après beaucoup de réflexion. Voilà. Et en fait, c'est ça. C'est que sur le fait, la difficulté, c'est de saisir justement toute cette complexité et ce dont on parle, et que voilà, les choses mûrissent, les choses se comprennent aussi parce que voilà, on se familiarise justement avec cette culture du making ou du hacking, cette culture de la technologie vraiment poussée, cette culture aussi de l'art contemporain qui commence un petit peu avec beaucoup de difficultés à se faire connaître et à sortir du cliché où les artistes ne sont là que pour faire de l'argent dans les grandes galeries. Et bien ça, c'est un pan de l'art et beaucoup d'artistes sont très engagés, défendent des valeurs très poussées. Donc voilà, on comprend rétroactivement et bien, toute la difficulté, c'est d'être patient et c'est d'être convaincu en recevant beaucoup de critiques, en recevant justement beaucoup de retours en disant « Ah mais on ne comprend rien à ce que tu dis ». Donc nous, ce qui est intéressant quand on fait des expositions, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui comprennent immédiatement. Il y a des personnes que ça questionne, qui ne veulent pas forcément tout comprendre tout de suite, mais qui s'ouvrent, qui sont dans l'ouverture. Il y en a d'autres qui ne sont pas du tout dans l'ouverture, voilà, qui ne comprennent pas. Et qu'on n'essaie pas de convaincre. Et puis, il y a d'autres personnes qui viennent en passant et qui prennent, donc c'est aussi la volonté aussi,
Moi, c'est ce que je trouvais aussi intéressant dans le film, c'est de prendre des choses voilà, qui peuvent être simplement des choses simples, voilà, qui plaisent et qui permettent d'entrer voilà, dans cette culture et dans tout ce mouvement. Voilà. Donc c'est pas facile, mais tout est relatif, puisqu'il y a certaines personnes et qui n'ont pas forcément un bagage intellectuel pour ça, hein, comprennent très vite et dans l'interaction, dans l'échange, on saisit immédiatement qu'elles ont tout capté. Ok, donc là, vous avez vraiment le droit de l'applaudir. Merci.